Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la septième édition du colloque québécois en agroforesterie. L'agroforesterie dans votre salon, qui le crut? Je ne vous remercierai pas d'avoir bravé la tempête aujourd'hui comme nous l'avions fait lors des deux dernières éditions du colloque, mais je vous remercierai tout de même de vous être connectés sur ce lien Zoom, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. D'ailleurs, en parlant de se trouver dans des lieux différents, certains d'entre nous n'ont pas la chance d'avoir une connexion Internet très forte. Veuillez donc désactiver vos caméras afin que les bandes passantes de tout le monde puissent supporter la conférence de ce midi. Le colloque de cette année sera l'occasion de s'informer, de discuter de différentes thématiques agroforestières du Québec et d'ailleurs dans le monde, à travers le webinaire d'aujourd'hui et de jeudi, ainsi que la publication de capsules vidéo réalisées en exclusivité pour le colloque. Il sera donc possible d'apprécier les bénéfices des nombreuses déclinaisons de l'agroforesterie, ainsi que d'envisager ensemble les possibilités qui s'offrent pour favoriser sa reconnaissance et le regroupement des acteurs qui s'impliquent dans le domaine. Oui. Cette année, les étudiants et les étudiantes du comité présentaient des profils variés, avec des représentantes et des représentants du bac, de la maîtrise et du doctorat. Ils proviennent aussi de différents domaines, qui sont donc l'agroforesterie pour Victor, Simon et moi-même, l'environnement pour Lydia et Romane, et la foresterie pour Junie et Vincent. Sans plus attendre, je laisse la parole à Romane qui va vous présenter la conférence d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Pour présenter brièvement Wen, c'est un designer écologique spécialisé dans les forêts nourricières. Donc, il a une formation en horticulture maraîchère et fruitière de l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Et il a ensuite approfondi sa formation avec pas mal de formations en permaculture et en design écologique. Et donc, avec toutes ces connaissances, il a vraiment acquis une profonde compréhension du design écologique qui lui permettent maintenant de donner des formations en design de forêt nourricière. Et en fait, Wen, il a un peu inventé, entre guillemets, le terme de forêt nourricière pour rendre vraiment compte du potentiel nourricier des installations qu'il met en place, qui transparaissent pas forcément avec le terme de jardin-forêt ou de forêt comestible qu'on pouvait avoir en français. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse un peu toute cette démarche, n'hésitez pas à aller voir le site designécologique.ca. Et puis, si ce webinaire vous a plu, n'oubliez pas que jeudi, on a un autre webinaire donné par Jean Rondet, qui est consultant en développement du territoire et qu'il a participé à plusieurs projets de développement de la mycosylviculture en Europe. Donc, il va nous expliquer un peu ce que c'est que la mycosylviculture, en plus de nous présenter un peu un aperçu de ses recherches. Voilà, maintenant, je laisse la parole à Wen et je vous souhaite une bonne conférence à tous. Salut tout le monde! C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'introduction. Et pour le terme forêt nourricière, c'est juste à noter que le concept lui-même, qui est très large, existe depuis très longtemps. Mais justement, le terme forêt nourricière, je l'ai trouvé à force de me travailler le cerveau, à savoir comment on pourrait appeler cette approche-là, moi qui me passionnait. Et puis donc, quand j'ai proposé le terme, c'était vraiment afin d'illustrer au mieux ce dont on allait parler. Donc, je vous garde pour le reste, vous allez mieux comprendre par la suite. Alors, c'est vraiment le fun. On est 91 personnes, ce qui est super cool pour un présentateur. C'est très motivant. Et donc, je vais vous partager mon écran pour lancer les choses. Juste une petite seconde, j'ai un petit problème de souris. Super. Donc, la forêt nourricière. S'inspirer de la forêt pour créer des écosystèmes productifs. Donc, mon objectif ici, c'est de vous parler du concept de la forêt nourricière dans sa vision générale, tout en m'assurant que vous compreniez qu'il y a encore un haut niveau d'expérimentation qui est inclus dans ce processus-là. La forêt nourricière, en tant que, disons, concept défini, est en évolution constante. Et puis, on parle de Edible Forest Garden en anglais, on parle de jardin-forêt, de forest garden, plein de mots qui existent déjà. Et vous allez certainement, si le mot et la manière de faire vous intéresse, vous allez certainement trouver dans des livres. Chaque auteur a un peu sa manière de faire. Chaque personne qui travaille dans le domaine
sa manière d'approcher la chose. Moi, quand j'ai créé le terme forêt nourricière, je me suis intéressé à très largement la possibilité de ces systèmes-là, incluant l'agroforesterie. J'ai pris quelques éléments de l'agroforesterie pour inclure ça dans mes formations. Et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé à partager l'aspect de la forêt nourricière. Mon ami France m'a demandé si ça me tentait de faire des formations sur sa ferme. J'ai dit certainement, laisse-moi penser un petit peu à ce qu'on pourrait faire. Et j'étais en train justement de faire un projet de food forest dans un des jardins où je travaillais. Et je me suis dit, bon, parfait, ça va me donner la motivation d'approfondir mes connaissances puis de pousser un peu plus loin. Et j'ai construit ma première formation il y a déjà plus de 12 ans de ça, 10-12 ans. Et puis, donc, de là est venu aussi le terme forêt nourricière parce que je voulais trouver un terme qui exprimait tout le potentiel de ça. Donc, nourricier, qui est nourricier pour nous, mais aussi nourricier pour le sol, nourricier pour la vie en général, tout ce qui est la faune, qui est aussi nourricier au niveau de notre santé, donc qui apporte santé et tout ça. Et donc, c'est un petit peu la plateforme sur laquelle j'ai parti ça avec ma partenaire France. Et tout ça, bien sûr, a été lancé supporté par le concept de permaculture. Donc, la permaculture, c'est essentiel au design d'une forêt nourricière. Donc, si on démarre un projet de forêt nourricière et qu'on n'a aucune compréhension de la permaculture, ça commence mal, disons-le comme ça, parce qu'il y a vraiment une fondation de design écologique qui est vraiment essentielle pour faire des projets qui vont avoir le meilleur potentiel. Donc, la nature, c'est à la fois la plus inspirante des classes et la plus compétente des enseignantes. C'est la mère devoir de la permaculture. La permaculture s'inspire de la nature, essaie de comprendre, essaie de voir comment les choses fonctionnent, comment les éléments, arbres, animaux, terrain, le sol, ce qui est vivant, ce qui est non vivant, travaillent. Et c'est pour ça qu'on parle de design écologique. Hein. On parle vraiment dans le domaine très large de l'écologie, une écologie qui est appliquée. Donc, la permaculture, c'est la science appliquée du design écologique qui cherche à combler les besoins des personnes tout en améliorant le bien-être écologique. La nature, c'est notre inspiration. Donc, la nature, elle a déjà trouvé des millions et des millions de solutions à plein de problématiques qu'on vit nous-mêmes dans nos champs, dans nos vies à tous les jours. Et il y a un domaine très spécifique qui s'intéresse aux solutions de la nature qui s'appelle le biomimétisme, biomimicry en anglais, et qui est très intéressant, mais qui s'intéresse plus à comprendre c'est quoi donc une plante fait et essayer de copier ça dans nos technologies à nous. La nature, c'est notre inspiration en permaculture parce que justement, elle est source de solutions. Et la permaculture, elle peut s'appliquer à toutes les sphères de la vie, dont l'agriculture, les communautés, l'habitation, l'économie. Et elle offre une perspective qui est positive. Hein? On en a besoin pas mal de ce positivisme-là pour planifier et concevoir des projets qui sont régénérateurs et qui visent l'abondance. Le mode normal de la nature, c'est l'abondance. Et nous, le mode normal de notre société, de notre culture présentement, c'est le manque. Et donc, on a beaucoup à apprendre de la nature. Donc, on veut sortir de l'aspect du manque. Juste s'il y a des gens qui ont le micro allumé, merci de l'éteindre. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On va y revenir après la présentation. Donc, notre perspective, elle est positive. On est en recherche de solutions. On est en esprit critique. On est vraiment dans le but de trouver les meilleures solutions en fonction du contexte. Et ça, c'est très important. Tout est contextuel. Donc, en permaculture, vous n'aurez pas de prescription ou de recette. Si quelqu'un vous donne une recette en permaculture, allez voir quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de manière unique de faire les choses. Si vous voulez faire une butte, ben, il y a plein de manières de faire des buttes selon le type de sol, l'environnement, la pente, la nappe phréatique, peu importe. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et c'est seulement par l'analyse et la compréhension qu'on est capable de trouver les meilleures solutions. C'est pour ça qu'on dit qu'en permaculture, on travaille avec des problèmes complexes. Donc, les problèmes qui sont compliqués, hein, on peut les régler en suivant une série, c'est linéaire. On peut suivre une série d'éléments, on peut suivre une recette puis arriver à quelque chose. Par exemple, justement, si on fait un gâteau, bien, si on suit bien les instructions, c'est compliqué, mais on arrive quand même à avoir le gâteau à la fin si on suit les instructions. Parce que quand on est devant un problème complexe,
ça demande de l'analyse, ça demande de la compréhension, ça demande de l'approfondissement, ça demande d'élargir notre vision du monde pour s'assurer d'inclure ce qu'il y a à l'extérieur. Et une forêt nourricière, c'est quelque chose de complexe. Donc, il faut approfondir tout ça, connaître nos plantes, connaître notre sol, savoir justement la hauteur de la nappe phréatique. S'il y a trop d'eau dans le sol, bien, il y a un paquet de plantes qu'on ne peut pas utiliser. Et j'ai vu tellement de gens faire l'erreur d'aller de l'avant avec des projets où il n'y avait pas une assez bonne compréhension simplement du sol. Et on sait que c'est très, très, très important. On a beaucoup de gens maintenant qui nous le rappellent. Et c'est quelque chose dans la permaculture qu'on promue depuis très longtemps, qu'on fait la promotion depuis très longtemps. Donc, il y en a qui ont peut-être vu la fleur de la permaculture. Au centre, on a l'éthique et les principes de conception. L'éthique, c'est simple, prendre soin de la terre, prendre soin des gens et créer l'abondance pour la redistribuer de façon équitable. Donc, on veut, par cette éthique-là, nous permettre de faire les meilleurs choix possibles. Et les principes, eux, sont des principes inspirés par la nature. Beaucoup de gens connaissent les 12 principes de David Holmgren, mais il y en a beaucoup plus que ça. Ça, c'est les 12 principes peut-être les plus connus. Mais il y en a bien d'autres qui existent, qui s'appliquent même plus spécifiquement à certains domaines. La permaculture sociale, la permaculture plus productive au niveau des entreprises, par exemple, au niveau du jardin. Donc, on a tout ça qui nous sert, qui est un peu la fondation de notre travail, incluant pour les forêts nourricières, bien sûr. On a toutes les pétales qui sont là, qui représentent différentes sphères de l'activité humaine. Donc, la forêt nourricière se retrouve dans le premier pétale qui est soin à la nature et à la terre, mais on a certainement plein d'autres pétales, plein d'autres stratégies et techniques qui, selon les différents pétales, représentent des opportunités. Et donc, la forêt nourricière, le compostage, les buttes, les produits forestiers non lignés, en soi, ce n'est pas la permaculture. Parce que la permaculture, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on utilise. C'est un processus. Et la beauté d'un processus, c'est que ce n'est jamais terminé. Hein? C'est un processus, donc on est toujours dans ce processus-là, on est toujours en train d'améliorer. Et ça vient vraiment redéfinir pour moi la permaculture comme quelque chose que l'on utilise. Donc, j'utilise la permaculture pour faire ce que je veux faire. Donc, j'utilise la permaculture pour faire une forêt nourricière. J'utilise la permaculture pour créer une ferme ou designer une ville, quelque chose comme ça. Donc, en utilisant la permaculture, on n'est jamais dans le fini, dans la fin de quelque chose. Ce n'est pas comme si je faisais le plan d'une maison, puis là, le plan est fini, puis je construis la maison, c'est fini. Là, je suis vraiment dans quelque chose, un processus. Et c'est ce qui fait la différence aussi dans bien des projets où les gens vont implanter leur projet, puis ils vont avoir un très bon plan, mais après ça, dans le temps, tout ce qui est de l'évolution, de la progression du projet, il y a souvent un manque, où c'est trop simple, il n'y a pas eu assez de pensée mis dans ça. Et c'est le cas pour les forêts nourricières. Il faut vraiment bien planifier l'implantation, évidemment, mais il faut aussi bien planifier les 5, 6, 10 années suivantes. Donc, il faut être très, très conscient de ça. Donc, les deux plus grandes ressources qui sont sous-développées dans notre monde, c'est la capacité de l'humain à s'accomplir créativement, qui est contrariée par la faim, la pauvreté, la maladie, la violence, le manque de formation et d'information, et le sous-sol riche en minéraux qui peuvent être utilisés le plus efficacement par les puissantes racines des arbres et des autres plantes vivaces en relation étroite avec la vie du sol. Avec ça, je vous dis simplement que pour moi, le futur de l'agriculture dans notre climat, entre autres, mais dans d'autres climats aussi, c'est définitivement l'étape suivante, c'est l'agroforesterie. C'est vraiment ça pour moi. C'est pour ça que je suis vraiment heureux d'être ici. Pas parce que j'ai quelque chose à vendre puis je veux absolument que vous fassiez ça. Ça se peut très bien que ce dont je vous parle, ça ne fasse pas l'affaire dans votre contexte et c'est vraiment bien comme ça. Je ne veux jamais entendre personne me dire que « Hey, Wen m'a dit que c'était super le fun et qu'il fallait faire ça. » Non, je vous dis qu'il y a des contextes et si ça s'applique à votre contexte, ça risque d'être très intéressant, mais il va toujours avoir de l'adaptation à faire. Mais ça inclut les arbres. Les arbres sont importants dans notre processus et donc l'agroforesterie, pour moi, c'est vraiment le futur. Donc, on travaille beaucoup. Il y a des gens qui sont de plus en plus spécialisés là-dedans. Je ne suis pas un spécialiste de ça spécifiquement, l'agroforesterie. Moi, c'est vraiment la permaculture, le design écologique et les forêts nourricières. Et donc, capacité humaine à l'accomplissement, ça passe beaucoup par le fait de se regrouper, de trouver des connexions qu'on a ensemble, de s'assurer qu'on travaille pour le bien commun.
Ça passe aussi beaucoup par la formation, par le fait de partager ce que l'on a fait, ce que l'on a expérimenté, de le faire de manière à ce que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Moi, je n'ai pas tout le savoir, loin de là. Je profite à chaque fois que j'ai des formations pour apprendre moi aussi. Et puis, je laisse de la place aux gens pour exprimer, pour partager leur perception, leur vision, parce que c'est nourrissant. Et il y a aussi, évidemment, tous nos jeunes, nos enfants, très important, toute l'éducation école. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Arbre Révolution, des partenaires à moi extraordinaires. Et puis, un des projets, c'est le semoir, qui est de faire des formations à l'école pour les enfants, qui est les prochaines générations. Donc, j'ai donné une formation sur la permaculture il y a quelques semaines de ça. Les enfants étaient complètement allumés. C'était extraordinaire à voir. Et les arbres. Donc ici, on a un système, la New Forest Farm de Mark Shepard. Mark Shepard qui expérimente de façon extraordinaire et qui fait justement un type d'agroforesterie. Et donc, il n'y a pas juste une manière de faire les choses. Ici, on voit qu'il suit plus ou moins les courbes de contour. Ou est-ce qu'au lieu d'avoir un champ à plat, où est-ce qu'on fait des belles lignes droites, bien là, il n'y a pas un champ à plat. Donc, c'est le contexte qui a changé. Le contexte est différent. Ce n'est pas un contexte d'agriculture vraiment de ce type, vraiment dans un champ qui est relativement à niveau. Là, on a des pentes. Donc, on adapte notre design au contexte. Donc, ici, les arbres sont très importants et les arbres dans nos villes, on voit le cataclysme des arbres qui ont été mal choisis dans les villes. On a beaucoup de rues qui ont perdu leurs frênes, entre autres, qui étaient très sensibles à la grille. Et donc, ça change complètement la rue lorsqu'on enlève les arbres. Donc, les arbres en ville, les arbres en campagne, les arbres partout. Tant qu'à être, il faut qu'il y ait des arbres, mais en même temps, il faut qu'on ait quelque chose de productif. Et c'est là l'intérêt de penser à comment on peut designer tout ça. On parle aussi même de penser les immeubles verts. Ici, bon, ce n'est pas dans notre climat, c'est en Asie. Mais moi, j'avais des arbustes dans des pots en géotextile sur mon balcon et j'arrivais à avoir des fruits et tout ça. C'était très... des kiwis, entre autres. Des kiwis, ça pousse très bien dans des pots, sur un balcon, des vignes. Donc, les arbres, les plantes vivaces, partout, ça va être à notre avantage. Donc, notre mode de fonctionnement est encore beaucoup axé sur les monocultures présentement. Et il faut qu'on se dirige vers des polycultures. Donc, la polyculture, c'est un ensemble d'éléments qui sont regroupés ensemble, qui représentent un tout. Et une forêt nourricière, c'est toujours une polyculture. Mais ce n'est pas vrai que toutes les polycultures sont des forêts nourricières. Et là aussi, je vois beaucoup de gens qui parlent, qui ont fait une forêt nourricière ou un food forest. Et dans le fond, il n'y a pas l'aspect, la réflexion nécessaire pour en faire une forêt nourricière ou une food forest. C'est une polyculture, ça reste intéressant, ça reste mieux que plein d'autres choses qui auraient pu être mis là. Sauf qu'en arrière de ça, il n'y a pas le processus qu'offre, entre autres, la permaculture ou toute autre méthode de design écologique qui supporte ce processus-là, qui prend en compte le contexte. Donc, toutes les forêts nourricières sont des polycultures, mais ce n'est pas vrai que toutes les polycultures sont des forêts nourricières. Donc, notre observation, c'est notre outil numéro 1 en permaculture. Il faut qu'on regarde d'où on vient, hein, le passé, qu'est-ce qui s'est passé sur un site pour comprendre bien le contexte, mais aussi au niveau de la société, culturellement, où on est, position dans l'espace, position dans le temps, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt des gens au niveau de la situation présente, par exemple la pandémie. Ben, moi, mes formations sur la permaculture et la forêt nourricière, c'est extrêmement populaire parce que justement, c'est source de solutions. Ensuite, il y a tout plein d'autres opportunités qui s'offrent à nous et on veut voir aussi où on veut aller avec tout ça. Et ça, c'est l'aspect peut-être qui est négligé, comme je disais tantôt, dans bien des cas, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment une vision à long terme dans nos processus. Une vision à long terme, puis au niveau de la gestion, au niveau des tâches, au niveau de tout ce qui est nécessaire pour réussir, pour arriver à une réussite sur le long terme. Donc, voyons loin. Ensuite, quand on regarde, qu'est-ce qu'on observe dans nos systèmes, on regarde évidemment le soleil,
en été, au printemps, à l'automne. Hein, on regarde comment le soleil, l'ombre qui résulte aussi de ce qui est déjà sur place, les maisons, les habitations. On va regarder le type de sol qu'on a, sol argileux, sol sableux, limoneux. Ça va avoir une influence sur le type de plante qu'on peut avoir. Certaines plantes n'aiment pas l'argile, certaines plantes préfèrent les sols plus légers. On va regarder aussi au niveau de l'eau et le sol, bien, la nappe phréatique qui est l'eau du sol. Est-ce qu'elle se draine assez basse ou elle est très élevée? Elle est perchée peut-être, la nappe phréatique. Aussi, tout le mouvement de l'eau sur le terrain, l'endroit où l'eau s'accumule, là où c'est sec, etc. On va regarder les vents qui ont une influence importante sur les plantes. Beaucoup de plantes ici au Québec meurent en hiver. Des vents, excusez-moi, qui font de la dessiccation, qui les assèchent. Donc, c'est très important. Des fois, il faut passer par une étape d'implanter des brise-vents diversifiés, bien sûr, avant de faire d'autres types de plantations. On va regarder les plantes qui sont présentes. Les plantes nous permettent de mieux comprendre le site. Évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a une plante à quelque part qui aime les sols acides que le sol est obligatoirement acide. Mais si je vois 3, 4 plantes qui aiment les sols acides, bien, il n'y a pas de chance que ce soit un sol acide, en tout cas, qui est vers cette tendance-là. On va regarder les plantes aussi pour leur climat, le climat dans lequel ils sont heureuses. Donc, si je vois beaucoup de plantes, mettons que je vois très peu de feuillus sur un site, bien, il est possible qu'il y ait un microclimat, même si je suis en zone 3 ou 4. En principe, ça se peut que je sois dans une vallée ou un endroit où est-ce qu'il y a de l'accumulation d'air fraîche et que les arbres feuillus ne réussissent pas à s'implanter. Donc, on en prend compte. On va regarder les pentes. Très important, l'intensité de la pente. Il y a des pentes qu'on ne voudra pas changer, on ne voudra pas défricher. Il y a des plantes qui sont dégarnies, qui vont être aidées par l'implantation d'une forêt nourricière, d'un autre type de plantation. L'orientation aussi va avoir un effet. Les animaux qui sont là sur le site, hein, s'il y a beaucoup de chevreuils, ben, je vais protéger mes plantes, peut-être même mettre une clôture et bien sûr toutes les activités humaines qui sont faites sur le site et qui ont été faites dans le passé. Donc, un des outils qu'on a pour mieux comprendre nos éléments, c'est l'analyse fonctionnelle. Ici, j'ai ma poule, je regarde ce qu'elle a besoin, je regarde ce qu'elle produit, ses comportements, je regarde ses caractéristiques et je fais ça pour tous mes éléments ou mes groupes d'éléments. Je peux mettre le groupe d'éléments plantes et puis regarder de façon générale ce que mes plantes ont besoin, mais je peux aussi être plus spécifique, comme ici pour un plant de tomate. La tomate est différente du concombre, etc. Et je regarde ses caractéristiques. Et je peux aussi faire ça pour mes structure. Ici, j'ai une serre. Bien, la serre, elle a des besoins aussi. Elle a besoin de déneiger, elle a besoin d'une circulation d'air, de chauffage. Elle produit des choses aussi. Ces éléments-là m'aident à mieux comprendre cet élément-là. Et tout ce processus-là d'analyse fonctionnelle me mène à une intégration. Et donc, l'intégration des éléments, c'est un des aspects les plus importants en permaculture et dans le contexte d'une forêt nourricière de tout genre. Tout ce qui peut être connecté devrait l'être. Plus on connaît nos éléments en les analysant, plus c'est facile de les intégrer, plus il y a de liens entre nos éléments, bien, plus il y a de résilience dans notre système. Donc, j'ai ma serre, j'ai mes poules, j'ai ma forêt nourricière en avant, j'ai peut-être un potager en arrière de la maison. Bien, je peux envoyer mes poules dans la forêt nourricière pour manger les insectes qui tombent avec les fruits qui ont infecté. Comme ça, je brise le cycle de l'insecte. Je peux envoyer mes poules dans la serre pour manger des insectes là aussi. Je peux utiliser le fumier des poules, composter pour mettre dans ma forêt nourricière, dans ma serre. Je peux envoyer les résidus de ma serre aux poules. Je peux envoyer les poules dans mon potager au printemps pour manger les vers gris puis les vers fils de fer qui sont tellement problématiques, etc. Vous voyez le principe. Et ça, c'est juste quelques éléments. Et on essaie de faire ça avec tout. On essaie de faire ça d'un point de vue global, mais on le fait aussi au niveau très, très spécifique. À l'intérieur même d'une forêt nourricière, on peut regarder nos éléments, mon pommier, mon poirier, mes pissenlits, etc. Quel rôle ils jouent, comment ils s'aident les uns les autres. Et ça fait partie de notre objectif quand on fait une forêt nourricière. On regarde aussi les secteurs, tout ce qui est soleil d'été, soleil d'hiver, les risques de feu, sources de bruit, les vents chauds, les vents forts, les vues à conserver, les vues à cacher, les zones inondables. Tous les secteurs, c'est des énergies qui viennent influencer mon système dans lequel je travaille. Donc, le soleil va avoir une grande influence, les vents vont avoir une influence. La vue à cacher, bien, si mon voisin travaille toujours sur son camion, puis que ça ne me tente pas de voir ça en train de faire de la mécanique, ben peut-être que je vais mettre des haies, je vais mettre quelque chose pour bloquer. Il y a peut-être d'autres vues que je ne vais absolument pas bloquer, puis je vais définitivement en prendre compte. Ensuite, mes zones d'utilisation, ça c'est un autre concept d'efficacité. Donc, plus la zone est rapprochée de ma maison, plus
ça va être des éléments que j'utilise ou que je visite souvent. Donc, près de la maison, il va y avoir le potager, les fines herbes, etc. Puis plus je m'éloigne, je m'en vais vers les services, vers les systèmes en zone 4 qui sont vraiment qui tournent tout autour de l'arbre. En zone 4, c'est tout autour de l'arbre. Donc, nos gros systèmes agroforestiers, notre bois de chauffage principal pourrait se retrouver là. Puis zone 5, c'est la zone un peu plus nature, sauvage, plus ou moins sauvage. En zone 3, on va avoir des animaux. Zone 2, on peut avoir les forêts nourricières. Et on pourrait avoir des vergers diversifiés en zone 3. Donc, on se retrouve à jouer un peu avec ça. Ce n'est pas coulé dans le ciment, c'est très flexible. C'est une question d'efficacité. Plus j'y vais souvent, plus il faut que ça soit dans une zone rapprochée de ma zone 0, qui est ma zone d'activité principale, la maison, mettons, pour une entreprise, ça pourrait être les bureaux de l'entreprise, etc. All right. Forêt nourricière maintenant. On est rendu. Donc, merci pour votre écoute et notez bien vos questions si vous en avez un petit peu. On va se garder un peu de temps à la fin. Donc, la forêt nourricière, qu'est-ce que c'est? Une forêt nourricière, c'est un système de culture qui est basé sur l'implantation d'arbres, d'arbustes et de plantes vivaces. Il peut y avoir des annuels et des bisannuels, mais plus le système va évoluer, moins ils vont être présents, à moins qu'ils soient vraiment, vraiment, vraiment efficaces à se ressemer. Il y en a quelques-unes comme ça qui sont capables de survivre, comme les petites violettes, par exemple. Les petites violettes, pas sauvages, mais cultivées. Ça, j'en mets souvent parce que ça fait beaucoup, beaucoup de semences et ils popent un petit peu partout. Même chose, même si c'est des annuels, même chose avec d'autres plantes. Donc, c'est aussi conçu de manière à imiter la structure et les processus d'une forêt naturelle. Donc, on veut imiter sa structure générale et les processus qui font qu'une forêt fonctionne. Parce qu'une forêt, c'est extraordinaire, hein? Ça produit énormément, c'est extrêmement productif. Peut-être pas pour des choses que nous, on veut manger, ça, il faut le concevoir, mais c'est extrêmement productif et abondant. Donc, on doit s'intéresser à ces processus-là et à la structure pour que ça fonctionne. C'est aussi une métaphore pour faire la conception d'un jardin avec ce que la forêt a de meilleur à nous offrir. Donc, on ne veut pas recréer la forêt. Jardiner, la forêt nourricière, c'est jardiner comme la forêt et non dans la forêt. Donc, on ne va pas faire une forêt nourricière dans une forêt. Une forêt, elle fonctionne généralement. Là, on va plus parler de jardinage forestier ou de ferme forestière ou on parlait de produits forestiers non ligneux, etc. Donc, c'est un type d'agroforesterie qui s'adapte à l'échelle du projet, hein, qui permet la réhabilitation d'un site qui est dégradé, comme un jardin, un champ, un gazon, des zones qui ont été défrichées. Et c'est rarement en place dans le but de créer les mêmes conditions qu'une forêt à maturité. Parce qu'une forêt à maturité, il y a beaucoup, beaucoup d'ombre. On vise un système beaucoup plus ouvert que ça, où est-ce qu'il y a du soleil qui pénètre à toutes les strates, qui va se rendre à toutes les plantes. Et la forêt, c'est notre modèle, mais on ne cherche pas à l'investir ou à la reproduire. Il y a certains systèmes qui, tout au long de leur vie, pourraient peut-être, surtout quand on parle des arbres à noix, il faut se l'avouer, ça devient assez énorme. Donc là, on peut s'imaginer que 20-30 ans dans le futur, l'arbre puisse former un genre de forêt, mais on va quand même donner toujours un peu d'espace et il va y avoir des étapes pour se rendre là. Il est possible que pendant les 20 premières années, on puisse récolter beaucoup, beaucoup de choses et que, certaines plantes soient tranquillement éliminées en cours de route. Et ça, c'est quand on parle de vision, c'est de ça qu'on parle. On parle d'être capable de dire, OK, dans les 10 premières années, je vais avoir beaucoup de ce type de récolte-là. Après ça, ça va diminuer avec l'ombre qui va s'augmenter, qui va augmenter. Au Québec, présentement, on a plus de 37 forêts nourricières qui sont accessibles au public, de petites à grandes, des petits systèmes. Et puis, évidemment, moi, j'ai eu déjà quelques milliers de personnes qui ont fait mes formations. Donc, il y en a beaucoup qui sont faites au niveau plus privé, qu'on ne peut pas visiter malheureusement. Mais il y en a beaucoup au Québec déjà. Et si vous voulez voir cette carte-là, vous allez juste aller sur mon site web designécologique.ca et dans la section forêt nourricière, vous pouvez y accéder. Il y a de l'information sur chacun des projets. Vous avez juste à cliquer sur le petit arbre et vous allez voir quelques photos et un petit peu d'informations. Puis souvent, si je l'ai, je vous envoie sur un lien pour avoir plus d'infos sur la page du projet. Donc ça, très intéressant, designécologique.ca, section forêt nourricière. Voici la première forêt nourricière que j'ai implantée. Donc, on voit, j'ai gardé ça simple. Je me suis gardé dans l'idée de garder ça le plus simple possible, mais en même temps, je n'avais pas beaucoup d'espace. J'avais comme une petite zone
linéaire. Donc, j'ai fait un petit peu comme dans un verger un peu plus classique où est-ce qu'on met où est-ce qu'on met des arbres. Et entre ça, j'ai mis des arbustes, des herbacées, etc. J'ai gardé quand même assez d'espace entre chaque plante pour laisser rentrer beaucoup de soleil. Et après quelques temps, ça a donné ça. J'ai testé dès le début, mon couvre-sol, c'était de la luzerne, qui n'est pas une super bonne idée si on veut aller chercher des herbes plus basses, comme certaines fines herbes et autres. Donc, la luzerne a pris beaucoup de place. Il y a aussi eu une problématique, évidemment, de graminées qui rentrent dans le système. Les graminées, c'est ce qu'on veut absolument pas autant que possible. On essaie de ne pas en avoir au début. Puis après ça, s'il y en a qui viennent, on essaie que ce soit le plus tard possible, puis que notre système soit bien installé pour être capable de résister à la pression des graminées. Mais on voit quand même l'évolution. Ici, un petit gadelier sur le coin. Il y a quand même beaucoup de belles plantes. Ça, c'est un autre angle où est-ce qu'on voit le vieux pommier qui était déjà là avec les pommiers supplémentaires qu'on a mis. Il y a plein de belles choses ici en dessous. De la consoude, entre autres, de la ciboulette, de la menthe, le thym, c'était pas une bonne idée. Ça s'est fait complètement bouffer, je l'ai déplacé. Ça fait partie de l'évolution aussi de nos systèmes. Je vous dis, faites-le pas, mettez pas de thym en plein milieu de votre système. Je pense que c'est relativement logique. Moi, je pensais qu'elle allait être un peu plus gros que ça, mais non, il est resté très, très bas, cette variété-là. Alors, je l'ai pris, puis je l'ai remis en bordure. En bordure, il s'en sortait très, très bien. Donc, la consoude en arrière. On voit aussi l'évolution ici. Le but de tout ça, c'est que les plantes prennent toute la place pour justement ne plus laisser de place ou le moins de place possible aux graminées. Puis comme on regarde ici, là, c'est quand même assez rempli comme plante. Il y a de la chilée millefeuille, une de mes plantes favorites, etc. Et le résultat, ça fait que justement, il n'y en a pas de graminées. Il n'y en a pas. Tout est rempli par les plantes qui m'intéressent ou qui vont être utiles au système. Parce qu'on s'entend que ce n'est pas juste pour moi que je fais ça. Je fais aussi ça pour les pollinisateurs, pour améliorer le sol. Un des principes de base en permaculture, c'est que si votre design ne permet pas la création de sol, vous avez une problématique que vous n'avez pas adressée. Donc, tout projet en permaculture s'intéresse à la création du sol, la pédogénèse et la gradation d'un sol qui a été dégradé, entre autres. Donc, une autre petite vue ici, c'est 5 ans plus tard, excusez. Donc, on voit que certaines plantes ont ressorti. Une plante que je remarque qui va très, très bien à l'ombre, c'est la mélisse. La mélisse a vraiment tout pris la zone un peu plus nord de cette zone-là. Les consoudes ici vont très bien. On a des sauts de Salomon. Hein. Les sauts de Salomon, on peut manger les jeunes pousses, on peut manger les racines. Ça, c'est une vue sur le côté. Ça, c'est ma conjointe Mélanie qui a fait ça. Là-bas, sa problématique était différente de la mienne. Elle, sa problématique, c'était que les enfants allaient grimper dans les arbres et les cassaient. Donc, elle a analysé la situation. Elle s'est dit, OK, comment je peux m'arranger pour qu'ils ne fassent plus ça? Puis elle s'est aperçue que les enfants avaient comme un peu peur des plantes, ce qui est triste en soi. C'est très triste quand on y pense. Mais le résultat, ça a été de vraiment garnir tout autour avec de la mélisse, des ronces odorantes, de l'échinacée, etc., pour bien s'assurer que les arbres sont protégés. Puis là, ils ont des affaires pour cueillir avec des bâtons. Donc, ça facilitait vraiment le travail et on peut avoir des très belles récoltes. Ici, on voit des beaux mûriers pleureurs, entre autres. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les mûriers pleureurs et les mûriers en général, les mûriers blancs, qui ont un très bon potentiel pour même être du fourrage pour les animaux, hein. Très protéiné, le mûrier blanc. Donc, quand on pense agroforesterie à grande échelle. Ici, c'est Émilie, une de mes élèves, qui est à Chicoutimi avec la gang d'Eureco. Ils ont fait vraiment des beaux projets. Un autre de leurs projets ici, îlot de forêt nourricière à Saint-Ambroise. On voit les arbres, on voit quelques petits arbustes, la rhubarbe, des fraises. Les seules problématiques que j'ai remarquées dans beaucoup des projets qui ont été faits dans le passé, c'est que l'accès n'est pas suffisant. Donc, comment je fais pour aller bien récolter dans ça? Où est-ce que je passe? Ce n'est pas clair. Et ça, c'est probablement un des facteurs qu'il faudrait vraiment améliorer. On a de la monarde, les émérocales, plein de fleurs comestibles. Ici, on a des groseilles, plein du thym, donc plein de belles possibilités. Et en rajoutant des chemins, une des choses qu'on fait, c'est qu'on peut un peu plus densifier les plantes et comme ça, il y a moins de problèmes de désherbage. Donc, avec le même nombre de plantes, en mettant plus de chemins, on peut densifier les plantes puis avoir un meilleur développement.
Donc ici, c'est la forêt nourricière de Saint-Raymond, un super beau site, un peu plus sauvage. On voit que là, la nature du projet n'a pas permis nécessairement d'avoir un contrôle extrême des graminées, mais ça reste que l'ensemble est super intéressant et on voit que les plantes se sont bien implantées et sont au-dessus de cette problématique-là, ce qui est super. Donc, très beau travail, forêt nourricière de Saint-Raymond. Et une photo globale ici un peu du site. Donc, on voit le chemin, on voit le développement des choses. Ici, c'est Erin Park en Ontario. Donc, ici, c'est vraiment un mode sauvage. Là, je pense qu'ils n'ont pas fait de grand travail de désherbage ou de gestion des graminées. Et ça paraît aussi parce qu'il y a un moins bon développement des autres plantes. Donc, les graminées, c'est vraiment, je n'aime pas dire ça comme ça, mais c'est un petit peu notre ennemi numéro un. On essaie de ne pas les avoir, on essaie de ne pas les laisser s'implanter avant le plus tard possible. Moi, je dis 5-6 ans si on peut, au moins. Ici, c'est Spiral Farm, une forêt nourricière de 20 ans. Vous vous dites, où la forêt nourricière? Bien, justement, elle est partout. C'est en Colombie-Britannique, donc le climat est un peu plus chaud. On peut densifier un peu plus. Il y a beaucoup de fixateurs d'azote ici, les beaux lupins. Voici une autre image avec toutes les graminées. Là, c'est vraiment sauvage. Beaucoup plus mis l'emphase sur les arbres et les arbustes. Certaines herbacées en ressortent. Et ça, c'est un des avantages des lupins. Hein. Il n'y a rien qui les bat. Ils peuvent sortir la tête d'à peu près n'importe quoi. Donc, c'est très joli. Ici, on a forêt nourricière au jardin communautaire Cottonwood à Vancouver. Donc, on voit le bel arbre ici avec toute la végétation, chemin en paillis, on voit des belles ciboulettes, etc. C'est vraiment un beau modèle, très intéressant à considérer. Une autre image de ce même jardin-là, près d'une mare, près d'un plan d'eau ici. Donc, on peut certainement inclure des mares, des bassins dans nos designs. Ici, c'est à Fargo, Portland, Oregon. Donc, on a les chemins qui sont en pierre dans ce cas-là. On a fait des grosses buttes parce que le sol était de mauvaise qualité, de ce que j'avais compris. On a des vignes ici qui montent sur le portail. Vraiment intéressant comme contexte. On a ici Long Creek Homestead au Maryland. Donc, ça ne nous empêche jamais non plus de faire des beaux designs. Hein? L'aspect esthétique peut être définitivement présent. Ici, il y a eu des éléments qui ont été ajoutés en pot, qui se contrôlent plus facilement à l'intérieur de la forêt nourricière. Des cerisiers, des beaux arbustes à fleurs. Les rosiers, c'est des plantes comestibles. On peut manger les sinodrhodrons, les fruits. Ça, on peut les manger. On peut faire des tisanes avec ça. C'est plein de vitamine C. Donc, on peut faire plein de choses avec les pétales, faire des gelées. Donc, on peut avoir du beau et du bon, sans problème. Beaucoup de fleurs comestibles. Ici, c'est Long Creek Homestead aussi. Donc, on voit toute l'intégration, les arbres qui sont gérés d'une façon différente, qui peuvent être taillés ou être transformés, gérés pour créer des zones d'entrée. Moi, j'aime bien l'idée d'utiliser des saules pour créer des structures vivantes. Et puis en même temps, quand on les taille, ce saule-là peut servir comme fourrage pour certains animaux, peut servir comme chauffage, comme bois de chauffage. Donc, tout le temps, multiples utilisations. En permaculture, on pense toujours qu'est-ce que je peux faire avec? Puis quand on a une réponse, on dit puis quoi d'autre? Puis quoi d'autre? On essaie de trouver au moins 3 raisons pour avoir n'importe quel élément dans notre système. On voit aussi les cabanes d'oiseaux qui sont importantes. On fait de la place pour la faune. Ici, c'est Bloomingdale Community Orchard en Indiana. Ici, c'est le Central Rocky Mountain Permaculture au Colorado. Ils sont très hauts en élévation. On voit l'utilisation de pierres qui sont une masse thermique qui permettent de créer microclimat. On est dans une pente à cet endroit-là. On voit les beaux fruits. Donc, il y a une belle production intéressante. Ici, on est en Angleterre avec Martin Crawford. Il y a une petite vidéo qui s'en vient que vous allez certainement apprécier, voir plus son jardin. Et vous allez voir, quand je parlais que chaque auteur a un peu sa vision, vous allez voir comment lui il perçoit les choses. Puis c'est vraiment, on est spécialiste de l'endroit où on travaille le plus souvent. Hein? Moi, je travaille un peu partout. Donc, je ne suis pas spécialiste de mon propre jardin chez moi. Donc, j'ai une vision très ouverte. Lui, il a une vision plus spécifique à son jardin qui est vraiment intéressante. Je vous invite à aller voir ça. Donc, ici, Martin Crawford, encore une fois, en Angleterre. On voit les beaux petits fruits, on voit les différentes couches. Ici aussi, Martin Crawford, différents arbres à différents moments dans l'année.
Donc, très intéressant. Donc, les systèmes forestiers n'ont pas besoin des humains pour se propager, se maintenir, se renouveler, se fertiliser, puis ils génèrent naturellement de l'air pur, de l'eau propre, un sol vivant rempli d'éléments nutritifs. C'est un très bel objectif. Est-ce qu'on peut atteindre ça dans nos systèmes créés par l'humain? Parfois, oui, certains aspects. On travaille beaucoup avec des arbres greffés, on travaille beaucoup avec des plantes qui doivent être un peu plus chouchoutées parce qu'ils ont été développés dans un certain contexte. Et donc, quand on regarde les pommiers, il y a beaucoup de maladies d'insectes, etc., même si on a des plantes résistantes. Donc, c'est ce qu'on vise. En ayant des objectifs élevés, on essaie d'aller le plus loin possible. Donc, la structure des forêts nourricières, on a une idée générale où est-ce qu'on a des grands arbres, des arbustes ou des petits arbres. On a aussi des herbacées. Moi, je regroupe ça en 3 catégories. On a aussi des grimpantes. On a ici les plantes qui sont plus en hauteur, comme les grands arbres, les plantes grimpantes qu'on peut vraiment déployer. Ensuite, on a tout ce qui sont nos arbustes et nos grandes herbacées qui vont prendre beaucoup plus de place, comme mettons le topinambour. C'est une grande herbacée. Chez moi, ici, ils atteignent 3 mètres facilement. Et finalement, on a tout ce qui est près du sol, incluant les champignons, parce qu'on peut certainement inclure les champignons dans nos designs de forêt nourricière, et les systèmes aquatiques. Donc, ça, c'est les 3 strates principales. Et on s'inspire de quoi? On s'inspire de la nature. Ici, on a un champ qui est peut-être brouté par des animaux. Et ensuite, on a une petite strate d'arbustes, des herbacées un peu plus hauts, des arbustes un peu plus hauts, puis éventuellement des arbres qui sont à hauteur. Donc, ça nous donne ça, en gros, quand on l'illustre. On part de petites plantes vers des plus hautes plantes. Et ultimement, comprendre ça, ça nous permet de comprendre que ce type de position-là, c'est des bordures. C'est ce qu'on appelle les lisières. Et les lisières, c'est des endroits très productifs, c'est des endroits où est-ce qu'il y a des ressources, les ressources sont mieux partagées. Et donc, ça va être quelque chose qu'on va viser, créer des lisières, créer ce type de structure-là. Donc ici, on a une forêt nourricière en Australie. Donc, il y a une pente qui sont comme ça. L'eau est récupérée ici. Il y a des petites buttes en avant. C'est ce qu'on appelle une sinoo ou une swale. Et donc, l'eau est accumulée là dans la swale, est infiltrée dans le sol. Tout ça ici, c'est une grande forêt nourricière. Ensuite, on a tout ce qui est accès. On a vu que dans la slide précédente, la zone où est-ce que l'eau s'accumule, c'est aussi un chemin qui est excellent, un très bon chemin qui est facile à se déplacer puisque tous les points sont à niveau, donc il n'y a pas de pente. Je ne monte pas, je ne descends pas. Transporter du matériel là, c'est facile. Ici, on peut avoir des petits points d'accès avec des roches, des pierres, des briques. Récupérer du stock, ça peut être super le fun. Puis, ce n'est pas grave si des plantes s'en vont par-dessus. Moi, je sais que quand je m'en vais récolter, je m'en vais à cet endroit-là. Puis, j'essaie de ne pas compacter mon sol, de m'assurer que mon sol devient le plus fluffy, le plus aéré possible par la vie du sol, par les racines des plantes et tout ça. On voit aussi mes couvre-sols préférés, le trèfle blanc, entre autres, la luzerne qui est bonne pour certains contextes. Et bien sûr, tout le monde a vu la petite fraise. Je suis sûr que vous ne m'écoutiez même pas parler. Vous aviez la salive puisqu'on est à l'heure du dîner qui dégoulinait. Mais ça, c'est un bel exemple d'un accès minimal. On pourrait en mettre 3-4 briques pour créer une petite zone où est-ce qu'on peut facilement récolter. Et ça fait qu'on marche à ces endroits-là, on ne compacte pas. On veut une belle diversité dans nos systèmes. On veut s'assurer qu'on a plein de différentes plantes, plein de groseilles, cassis, etc., mais aussi différents cultivars. On peut avoir différents cultivars de chaque espèce. On va avoir des plantes de fertilité comme les lupins qui sont des fixateurs d'azote et les consoudes qui sont des excellentes plantes pour faire du paillis vert. On peut avoir des champignons qui décomposent le paillis, qui vont rendre ça disponible aux plantes, qui sont des alliés très forts. On va définitivement installer du paillis sur place. Et un de nos objectifs, c'est de penser sous forme de guilde, puis après ça, d'exploser ça. La guilde, c'est la manière la plus simple de le définir. C'est un ensemble d'espèces qui sont regroupées dans un réseau qui est très fonctionnel et qui permet de regrouper les plantes ensemble pour avoir un effet de synergie. Et donc, cet effet-là, on peut l'avoir en mettant des bulbes qui entourent un élément central, avec des plantes qui attirent les insectes et les oiseaux qui sont bénéfiques, des accumulateurs d'éléments nutritifs, des fixateurs d'azote, des plantes à paillis. Donc, on regarde dans ces catégories-là. Il y a des plantes qui rentrent dans toutes les catégories. Comme la consoude, elle attire plein d'insectes bénéfiques avec ses fleurs. C'est un accumulateur d'éléments nutritifs, donc elle a un système racinaire très, très, très profond qui va chercher beaucoup d'éléments dans le sol. Et on peut la couper, la déposer souvent, donc faire du chop and drop, comme on dit en permaculture, couper la plante et la distribuer dans notre système.
Donc, voici une petite idée de guilde de plantes, donc très simple à mélanger, qu'on soude, acheter millefeuilles, menthe poivrée. Et cette guilde-là, au début, on pourrait regarder chaque élément puis voir c'est quoi son rôle comme plante de fertilité. On a aussi un couvre-sol de trèfle blanc qui est un fixateur d'azote, des couvre-sols, des plantes de fertilité. Les menthes, ça attire les insectes bénéfiques, etc. Les achillées millefeuilles aussi, en plus d'être médicinales, bon, etc. On peut la faire grossir, cette guilde-là, rajouter des plantes autour. On peut créer des plus grosses guildes, comme ici, on a le même arbre avec de la glycine tubéreuse, des patates en chapelet qui grimpent dessus, etc., qui sont en place. Voici un petit exemple de guilde. Donc, on a un mûrier arbre, des aronias, on a des cassis, des petites violettes, des échalotes, de la fraise, du plantain. C'est une mauvaise herbe, mais c'est une plante extraordinaire, médicinale, comestible, etc. Donc, un petit exemple de guilde. Et je m'excuse si je vais un petit peu plus vite que j'irais d'habitude, juste pour être sûr d'aller jusqu'au bout. Donc, des exemples. Ici, c'est ma conjointe qui a fait ça à Montréal. Donc, on a les plantations lorsque ça a été fait. Les arbres étaient massacrés. C'était triste à voir. Et dans les années qui ont suivi, les plantes ont tranquillement pris leur place. Et après quelques années, regardez-moi ça, le beau poirier. Il attendait après depuis des années, puis il ne produisait jamais. Puis enfin, il s'est mis à produire de façon extraordinaire. Parce que, juste notez, là, les arbres, au début, ici, ils ont été plantés en même temps. Donc, lui ici et lui ici, là, ils ont été à peu près plantés en même temps. Mais lui, à force de se faire casser, il est resté petit, chétif. Et là, il est en train de rattraper, après 3 ans, son compagnon à côté. On voit beaucoup les différentes plantes ici, très, très jolies. Ici, c'est un projet que j'ai fait à la ferme, je ne m'en rappelle plus, je vais vous le dire en chemin. Donc, ici, on a la ferme Morgan, excusez-moi. Donc, ici, on a les poules qui viennent nous aider à désherber, à manger les insectes. On a préparé nos plates-bandes. On a vraiment essayé de suivre, bien sûr, notre plan au mieux. On a positionné nos plantes, creusé nos trous, mis tout ça en place, bien arrosé. Rajouter du compost en surface, nos petites vues de l'intérieur. Donc, ça fait une belle zone avec des différentes hauteurs et vraiment très intéressant. Voici le résultat après quelques mois. Et donc, la clôture est là pour empêcher les poules d'aller trop déterrer. Donc, on a une petite zone de potager au centre. Donc, la forêt nourricière est autour et au bout. Puis au centre, on a mis un petit potager qui profite de toute cette diversité-là, des insectes, etc., qui viennent aider. Ensuite, une autre petite forêt nourricière qu'on a implantée à l'école Saint-Philippe l'année dernière avec mes partenaires d'Arbre Révolution grâce à Patience Fruits et Co. Et ça, c'est le plan général. On a manqué un petit peu de plantes parce que c'était à la fin de l'année. Laissez-moi vous dire qu'à l'automne, des fois, c'est tout un challenge de trouver les plantes qu'on veut. Alors, ça a été quelque chose, mais c'est un projet, une première étape. Après, il y a d'autres étapes qui viennent. Donc, ici, c'est l'implantation. Donc, on voit le terrain, les différentes zones comme ça qui ont été mis. Il y a des petits chemins à l'interne qui sont là, qu'on voit sur le plan. En haut, ici, j'ai mis un genre de petit dallo pour récupérer l'eau de fonte des neiges puis des grosses pluies pour éviter qu'il y ait des gros dommages. Et c'est quelque chose à ajuster en chemin, là, quelque chose qui faisait partie des éléments à vérifier. Et donc, la pente continuait dans ce sens-ci. Donc, l'eau sortait là sur une zone engazonnée. Donc, petit guidou, avec les chemins en paillis. Puis, éventuellement, tout le site allait être recouvert de paillis. Donc, ici, c'est la forêt nourricière de l'Institut de cardiologie de Québec. Donc, c'est un plan encore que j'ai fait avec ma gang de Arbre Révolution avec Nature Québec aussi. Et donc, on voit tous les végétaux, les chemins principaux qui sont ici, les chemins secondaires qui sont les petits pointillés. Donc, ça, c'était le plan d'implantation qui a été modifié à cause de certains facteurs sur le terrain. Et donc, voici le résultat lors de l'implantation. On avait ici nos plantes, les différentes zones. C'est sûr, on ne voit pas super bien les chemins à ce stade-là, mais on a surélevé un peu les buts pour la plantation. Et donc, vraiment tout le long du chemin ici, avec le mur qui est une masse thermique qui reflète la lumière. Donc, plein de bénéfices à ce niveau-là. Une autre petite vue en angle avec 2 beaux mûriers pleureurs en avant qui sont spectaculaires. Ça, c'est une petite vue qu'il y avait dans un article de journal où est-ce qu'on voit en arrière. Puis ça, c'est tous des jardins communautaires là, qui sont en place. Des jardins. Donc, plus il y a d'activité sur un site, plus il y a de chances qu'on entretienne bien une forêt nourricière.
Ça, c'est un plan que j'ai fait aussi comme exemple. Donc, on voit une zone clôturée anti-chevreuil avec des plantes qui résistent aux chevreuils à l'extérieur, des plantes, un potager au centre. Donc, encore une fois, ça, c'est vraiment l'aspect du design. Il y a toute une réflexion derrière de ça. Un petit exemple ici de mise en place toute simple avec une technique niaiseuse là, de permaculture, de mettre du carton en surface, mais qui donne des résultats extraordinaires. Je dis niaiseux parce que beaucoup de gens pensent ça, mais ce ne l'est pas du tout. C'est des techniques tout à fait adéquates et très fonctionnelles. Donc, on voit, on met le carton autour des végétaux, on recouvre avec du paillis, et puis on a instantanément un système qui est fonctionnel. Le gazon va mourir en dessous du carton et générer quelque chose de très bien. Un autre petit exemple ici, une cour tout à fait ordinaire de banlieue qui pourrait être n'importe où. Implantation, un bon plan qui structure l'espace, des chemins. On voit les chemins, on voit l'évolution des plantes. Il y a des changements qui sont faits. Certaines plantes ont été retirées, d'autres ont été tassées. On a ajouté des plantes, on en a enlevé. Ça évolue. Et puis ici, c'est du kiwi en passant du kiwi arctique. Donc, très, très bon petit kiwi qui pousse très bien au Québec. Donc, une vue du haut comme ça. Donc là, ça a fini un petit peu en jungle sur cette photo-là. L'année suivante, j'ai malheureusement pas de très bonnes photos pour ça. C'est au Massachusetts en passant, Holyoke, au Massachusetts. Ils ont fait un gros travail de taille. Et ça aussi, ça fait partie du processus. Ils arrivent à un point où est-ce qu'ils se disent, OK, là, on manque de soleil à certaines strates. Qu'est-ce qu'on fait? On va tailler ici, 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 ici. On s'assure d'avoir le soleil nécessaire. Et finalement, forêt nourricière, agroforesterie, en Europe, hein, c'est quelque chose qui était assez commun, ce type d'environnement-là, où est-ce que les arbres étaient présents. Il y en a beaucoup d'endroits que ça a été coupé en Europe. Ici, ben, ça fait longtemps qu'on a coupé nos structures, mais ça n'a jamais été la norme ici d'avoir des champs de cette façon-là, parce que nous, on a vraiment structuré notre agriculture avec la machinerie qui avait besoin de faire des lignes. Et donc, quand on regarde ce qui se fait maintenant, on a certains projets qui suivent un peu plus les courbes de niveau, mais la plupart des gens qui regardent ça se disent, ben non, on ne ferait jamais ça au Québec. Effectivement, c'est peu probable qu'on fasse ça parce qu'encore là, la plupart de nos systèmes sont axés vers l'aspect un peu plus linéaire, mais il faut savoir qu'aussitôt qu'on est dans une pente, c'est beaucoup plus important de respecter les courbes de niveau, même si on ne les suit pas à 100%, parce que l'eau a une influence importante après ça sur tout le reste. Et l'eau suit le terrain. L'eau, elle va toujours à 90 degrés d'une courbe de niveau. Donc, elle se concentre dans les vallées, elle se disperse dans les crêtes. Donc, il faut en prendre compte, il faut le gérer, cet aspect-là. Donc, nous, ça a plus l'air de ça dans nos contextes, dans bien des situations. On a de la belle variabilité aussi. Ceux qui travaillent dans le domaine pourraient nous donner des beaux exemples. Et je vous invite aussi à visiter le site du CRAC, si ça n'a pas déjà été fait, ceux qui sont là plus pour l'aspect forêt nourricière pour voir le site du CRAC sur l'agroforesterie au Québec. Très intéressant. Donc, ici, on a des noisetiers avec des patates qui poussent. Mais au lieu d'avoir la vision que je veux apporter, c'est qu'au lieu d'avoir juste un type de plante comme les noisetiers, on pourrait définitivement avoir une plus grande diversité dans ces rangs-là. Et évidemment, avec tout ce que ça implique de gestion qu'il faudrait prendre en compte, le contexte est différent. On a toutes ça, c'est les bords de rives comme ça, les bandes riveraines. C'est un bel environnement pour mettre de la diversité là aussi. Ici, on a des pommiers avec des cultures. Encore là, il pourrait y avoir des très belles choses entre ces pommiers qui bénéficieraient. Même chose ici. Il pourrait y avoir une belle diversité qui serait ajoutée. Utilisation des animaux, les poules, l'autre bétail qui pourrait être contrôlé avec des clôtures électriques qui sont déplaçables, qui sont très peu coûteuses pour limiter les dommages faits aux cultures puis faciliter notre travail. Puis on pensait à ce même élément-là qu'on a vu au début. On pourrait l'imaginer comme ça, hein, de chaque bord, hein, on a une bordure, on a des parties où est-ce qu'il y aurait une belle diversité, où on peut zoomer un peu, rapetisser si on veut garder plus d'espace sur les aspects, pour l'aspect du bétail ou de la culture. Donc voilà, merci beaucoup. Je suis prêt à prendre vos questions en espérant que vous en avez à m'offrir. Alors, je vais te faire remonter celles qu'il y a dans le chat. Il y en a quand même quelques-unes. La première question qui a été posée, c'est pourquoi pas de graminées?
Parce que les graminées sont très, très agressives. Hein? C'est des plantes très évoluées qui sont capables de se faufiler dans les espaces, qui peuvent prendre beaucoup, beaucoup de ressources au niveau de la fertilité, de l'eau. Un pauvre arbre fruitier là, qui est assailli de tous les côtés par du gazon, là, il n'est pas très, très heureux. Dans tous les cas. Un arbre, ce n'est pas fait pour être dans un environnement de champ, c'est fait pour être généralement dans un environnement qui se rapproche plus de la forêt. Donc, c'est pour ça qu'on lui offre un environnement plus forestier. Et si vous vous promenez en forêt, c'est très rare qu'on va voir des zones de graminées en grande quantité. Il va y avoir d'autres plantes qui vont probablement occuper ça. C'est possible qu'il y ait des graminées, mais en grande partie, ce ne sera pas des graminées. Ok. Et question pratique, est-ce que les slides de ta présentation pourraient être disponibles quelque part ou peut-être envoyés par mail à tous les participants? Ben, comme tel, ça va être enregistré sur Facebook. Oui. Donc, je vous invite à vous référer à cet enregistrement-là si vous voulez revoir des éléments. Ok, c'est bon. Et sinon, il y avait une question sur le mûrier blanc. C'est Laroche qui pose cette question-là. Savoir si c'était indigène ou pas, mais ça a été un peu répondu. Et surtout, est-ce qu'il y a des espèces animales qui s'en nourrissent? Parce que ce qu'il aimerait savoir, lui, c'est, ou elle, pardon, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais cette personne, elle aimerait savoir comment est-ce que la gestion de la faune est abordée dans les forêts nourricières. Ben, la gestion de la faune est contextuelle. Si maintenant on se pose la question pour le mûrier, il y a plein de bétail qui pourrait consommer ça. C'est plein de protéines. Et puis là, évidemment, si quelqu'un a une entreprise, je vous invite à aller voir votre agronome en espérant qu'il y ait une belle ouverture d'esprit à ce niveau-là, puis discuter avec de ces différentes options-là. Les fodder trees, les arbres à fourrage, ça existe depuis toujours. Il y en a partout sur la planète. C'est juste qu'ici, ben, encore là, on ne les utilise pas pour peut-être des raisons pratiques. Encore là, il faudrait poser la question aux gens qui sont sur le terrain. Mais il y en a d'innombrables. Le saule, c'en est un qui est très prolifique, qui peut être intéressant pour beaucoup d'animaux. Le mûrier blanc qui est très protéiné. Et donc, pour la gestion des animaux, pour nos animaux, admettons à nous, clôture électrique, ça fonctionne relativement bien pour la majorité. Il faut évidemment la bonne clôture pour le bon animal, le bon contexte. Pour tout ce qui est extérieur, mettons les rongeurs, des choses comme ça, bien sûr, il faut protéger les arbres principalement avec des spirales ou avec des grillages, le mettre le plus haut qu'on peut, s'assurer d'évaser le bas puis de refermer le haut. Ça peut paraître niaiseux, mais des fois, la neige dépasse de niveau. Puis là, ben, les petits rongeurs, ils passent dedans, puis ils tombent dans le trou, puis bon, ils bouffent toute l'arbre le temps qu'ils sont là. Donc, il faut vraiment bien protéger. Ça peut nécessiter des clôtures, des fois, dans certains contextes. Moi, j'ai travaillé dans des vergers pendant deux saisons. Et puis, en tant que technicien, quand on arrivait sur un site, ça faisait partie des choses qu'on pouvait observer. Des fois, les arbres qui sont plus près de la forêt, qui sont mangés par les chevreuils. Il y a des sites où est-ce que j'allais, où est-ce qu'il y avait des clôtures vraiment 7 pieds et demi, 8 pieds pour protéger le verger. Donc, ça peut faire partie des aspects à considérer. C'est sûr que dans une plus grande surface, ben là, on fait tout ce qu'on peut. Puis on espère au mieux que il va y avoir un minimum de contrôle. C'est sûr que dans certaines situations, de récolter les animaux, d'accepter la chasse sur le site, ça peut être toutes des options plausibles. OK. Ensuite, il y a une question de Rodrigue qui portait sur une photo de la forêt nourricière à Saint-Raymond. Il demandait si c'était du BRF, le paillis qu'on voyait sur les photos. C'est très possible. Je ne peux pas confirmer ou infirmer. En fait, le BRF, ce qu'il faut savoir, sûrement qu'il pose sa question dans cet objectif-là, le BRF, c'est vraiment très spécifique. C'est des rameaux de 7 cm de diamètre et moins. D'autres auteurs vont parler de 5 cm de diamètre et moins, mais dans ces eaux-là, et qui ont un haut potentiel de dégradation des sols, donc qui créent beaucoup, beaucoup, beaucoup de sols par leur dégradation efficace, leur lien avec les champignons, nourrir tout ce bel écosystème-là qui est le sol. Et évidemment, ce n'est pas tous les copeaux de bois qui sont du BRF. On peut avoir la ville peut nous livrer, mettons, ou un émondeur peut nous livrer du matériel qui n'est pas nécessairement du BRF, qui est des copeaux de bois. Et ces copeaux de bois-là ne sont pas mauvais en soi, à moins qu'il y ait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de conifères qu'on essaie d'éviter. Mais si c'est des copeaux de bois, puis qu'il y a des gros arbres qui ont été mis dedans, ben, c'est juste pas du BRF, donc ça n'a pas le même niveau
de capacité d'améliorer le sol. Il y a certains dangers si on les incorpore dans le sol à ce moment-là, encore qui sont élevés, qui sont encore plus élevés, causés par le fait que c'est plus de carbone. Donc, notre but, c'est d'avoir ce BRF-là, le mettre aux endroits où est-ce qu'il est le plus important pour nourrir le sol. Puis le copeau de bois, si c'est ce qu'on a, on peut le mettre facilement dans les chemins, puis ça ne cause aucun problème. Il se décompose un peu moins vite, beaucoup moins vite même, selon ce qu'il y a dedans. Donc, pour les chemins, souvent, ça peut être à peu près n'importe quoi qui a une bonne teneur en carbone qui permet de protéger puis de limiter la quantité d'herbes qui peuvent pousser à cet endroit-là. Donc, ça se peut que ça soit, ça se peut que ça ne soit pas, mais dans tous les cas, c'est quand même bon pour le sol. Oui, mais justement, en parlant du paillis, il y avait une autre question d'Héloïse qui demandait si le fait de mettre du paillis partout, ça augmentait le ratio carbone-azote. Et est-ce que tu ajoutes de l'azote à un moment donné dans ton système ou pas? Bien, rappelons-nous qu'on est dans un mode de production tout de même quand on fait ces systèmes-là. Donc, inévitablement, il faut fertiliser. On fertilise. C'est sûr qu'on élève le niveau carbone, c'est sûr. Mais l'idée aussi, c'est qu'on veut faire un environnement qui ressemble à la forêt. Donc, on veut que ce soit plus carboné, on veut qu'il y ait plus de champignons et on veut que les champignons viennent faire leur travail. Et l'idéal, c'est du BRF frais, fraîchement coupé à l'automne. Ça, c'est comme merveilleux, miraculeux. Et après ça, si on n'a pas du BRF, si on a des copeaux de bois, bien, on veut des copeaux de bois compostés, au moins une saison. Comme ça, le processus a commencé, les champignons commencent à faire leur travail. Et puis ça, ben là, quand on le met sur place, il y a moins de chances qu'il y ait une problématique entre le ratio carbone-azote, donc on aille voler de l'azote à nos plantes. Et évidemment, si j'ai un pommier, j'ai travaillé, comme je disais, dans les vergers, et puis dans les vergers, il y avait des gens qui travaillaient en bio, qui ne fertilisaient pas leurs arbres. Et on a vu le résultat. Les 2-3 premières années, ça fonctionne. 4e année, ça commence. 5e année, plus 5 ans sans fertiliser, là, on cherche le trouble. Parce que là, après ça, c'est graduel quand on remet. Quand je mets de l'engrais, bien là, ça va un petit peu plus produire l'année suivante, puis c'est biologique, donc ça prend plus de temps. Donc, c'est mieux de fertiliser régulièrement. Selon les arbres, selon les plantes. C'est surtout les arbres, les arbustes qui vont bénéficier, si on veut, quelque chose d'intéressant au niveau de la production. Et puis, pour les herbacées, ben, de mettre du bon compost une fois de temps en temps, ça aide effectivement. Et puis, on s'assure qu'on suit tout le temps. Quand je dis que c'est un processus, ben, c'est de ça qu'on parle, on observe. On sait très bien qu'un arbre qui produit dans son pot, souvent les arbres achètent un arbre, ils sont comme « Ouh, il y a des pommes, c'est trop cool! » Ben, soyez pas trop heureux sur le coup. Il est fort probable que les 2-3 prochaines années, vous n'aurez pas de pommes. Parce que l'arbre va, après avoir vécu le stress du pot, va se sentir tellement bien dans le sol qu'il va prendre le temps de s'installer, de bien s'installer, de développer son système racinaire. Et là, c'est important, la fertilisation, pour qu'il se développe bien. Puis là, quand il va commencer à produire, il va vous offrir vraiment quelque chose de très intéressant. OK. Et donc, il y a Nathalie qui demande si on veut enrichir le sol en azote avec des légumineuses, est-ce qu'il faut enfouir les plantes mortes ou les laisser en surface? Non, on ne les enfouit pas parce que vraiment, notre objectif, c'est que ce soit le système racinaire qui produise de l'azote. Et quand le système racinaire produit de l'azote, tout ce qu'on a à faire pour qu'il y ait une partie de cet azote-là, on ne peut pas dire tout, parce que les plantes sont quand même un petit peu égoïstes, ils partagent, mais ils ne donnent pas tout. Il y a une partie de son azote qui va varier selon les plantes. Et vous pouvez trouver des chartes. J'ai déjà trouvé des chartes, surtout en anglais, mais qui disaient la capacité d'une plante à fournir de l'azote dans son environnement au niveau des légumineuses. Puis c'est surtout quand on la coupe, quand on la taille ou quand elle meurt à la fin de l'année, quand la surface, disons, ce qui est en surface au niveau des herbacées, meurt. Mettons que je parle du caragana, qui est un fixateur d'azote, ou de l'aune, qui est un autre fixateur d'azote intéressant, ben, ces arbres-là, c'est des arbres qu'on va tailler régulièrement, principalement soit à l'automne, soit au printemps. Moi, je vais tailler à l'automne quand tout est en dormance pour être sûr de ne pas non plus donner un coup d'azote, quoique c'est organique, fait que c'est assez lent là, comme processus. Mais généralement, ça va être vraiment au printemps, quand les plantes sont en dormance, là où est-ce qu'il va y avoir un petit relâchement d'azote. Et puis encore là, on observe le résultat. Si je m'aperçois que quand je taille à l'automne, il y a tel résultat au printemps, ben, je vais faire attention, je vais tester le printemps l'année suivante, puis voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis ça va dépendre de la vie du sol, ça va dépendre. Moi, j'ai tendance à vouloir rajouter de la mycorhize à chaque fois que je mets des arbres et des arbustes pour m'assurer que je donne les meilleures chances. D'autres gens n'en mettront pas, ils assument qu'il y a déjà des mycorhizes dans le sol, ce qui est très probable. Mais moi, je me dis j'aime mieux d'en mettre plus que moins.
Donc, au niveau de cette approche-là, je pense qu'on mise sur tout ce qui peut nous faire avoir les meilleurs résultats tout en suivant le résultat, en suivant ce que ça donne les année après année. Ok, et justement, il y a Elisabeth qui demande pour une implantation avec vraiment d'envergure, c'est quel pays qu'il faudrait favoriser? Mettons sur une grande surface, c'est ça D'après ce que je comprends, oui. j'imagine, c'est ça que ça Ça. veut dire. Mm. Sur une grande surface, c'est sûr que le BRF peut être une bonne option. Les copeaux de bois aussi peuvent être une bonne option. Peut-être un mélange un peu des deux, différents endroits pour les uns et les autres. Le BRF, ce qu'il a tendance à faire, c'est que si c'est vraiment des tout petites branches, il va être digéré très rapidement par le sol, donc il faut en rajouter plus souvent. Mais oui, définitivement. Moi, je n'utilise pas la paille, je n'utilise pas les autres paillis qui sont pas assez carbonés, en fait, qui n'offriront pas ce qu'il faut au sol pour vraiment développer l'environnement de vie qu'on cherche à créer dans ça. Donc, ce serait probablement les copeaux de bois. Puis, ça peut impliquer, dans un grand projet, d'implanter avant de démarrer le projet, ou en parallèle, d'implanter des zones de production de BRF, par exemple. Je pourrais implanter une zone où est-ce que je plante un genre de haie avec du saule, du caragana et de l'aune, par exemple. Ces trois-là mélangés ensemble pour avoir un minimum de diversité. Et puis, c'est des arbres que je vais venir tailler et faire du BRF par la suite en bonne quantité pour mes cultures sur les années subséquentes. Et je me fais à ce moment-là un cycle sur quelques années. Je peux avoir 3 zones que je vais tailler à tous les 3 ans pour aller récupérer le meilleur matériel. Puis c'est des arbres qu'une fois bien implantés vont repousser facilement. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont possibles. Mais le BRF, les copeaux de bois, c'est 2 options. On peut aussi se connecter avec des émondeurs, faire une entente ou la ville, si c'est un projet qui se fait avec une ville, certainement. Ok, il y a Héloïse qui demandait pourquoi est-ce que les bois de conifères ne sont pas recommandés, mais on lui a répondu que c'était parce que ça risquait d'acidifier encore plus le sol. Bon. Oui, ça peut acidifier, mais il y a aussi toutes les terpènes, toutes les huiles qui font partie de ces... Puis c'est pas une bonne nourriture pour le sol qu'on cherche à créer, puisqu'on a des feuillus. Encore là, si j'avais une situation où il y a beaucoup de conifères, je fais mettons, des pins à noix, par exemple, ben là, c'est un autre contexte. Là, c'est un contexte différent où est-ce que là, probablement, on serait intéressé à avoir un paillis qui est plus composé de bois de conifères. Et au niveau justement des sols acides, il faudrait combien de temps pour qu'un sol acide passe à un pH neutre? Bien, ça, c'est vraiment selon le type de sol. Il faudrait passer par un test de sol. Puis, dans la majorité des cas, si c'est un contexte agricole, il faut aller avec notre agronome qui va nous guider là-dedans. C'est sûr que plus vite on le fait, plus on crée un choc dans notre sol. Parce que si j'ai un sol qui est habitué d'être acide, toute la vie qui accompagne ce sol-là est habituée à ce type d'environnement-là. Donc, on va le faire progressivement avec de la chaux, etc. Et puis, généralement, quand on fait un test de sol, dans les bons endroits, lorsqu'on fait nos tests de sol et qu'on le demande, on va nous fournir une suggestion de la quantité de chaux, s'il faut la fractionner, s'il faut le faire à différents moments. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent être mis de l'avant selon le site. Mais plus tranquillement on va, meilleure va être la transition vers un sol qui est bien vivant, ce qu'on cherche à chaque fois, implanté dans un sol vivant. Ok. Et au niveau de la préparation du sol, sur une forêt défrichée, est-ce qu'il est préférable de broyer le sol ou est-ce qu'il faut y aller plus doucement? Dans le sens où est-ce qu'on travaillerait le sol avant l'implantation, dans ce sens-là, j'imagine? Je pense aussi, ouais. Est-ce qu'il faut retourner beaucoup ou pas vraiment? Si c'est une forêt défrichée, il faudrait savoir si elle a été souchée, si les souches ont été arrachées. Souvent, les gens ont tendance à brûler. Ça aussi, ça va faire une différence. Si on brûle le matériel, ça veut dire qu'il peut avoir toute cette cendre qui va avoir un effet sur le sol. La cendre de bois feuillu, c'est une manière de justement amener le pH plus vers l'alcalinité. Donc, c'est sûr, ça a une influence. Vraiment, il faudrait vraiment voir les spécificités. C'est là qu'on arrive dans un des dictons les plus importants en permaculture, c'est que ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend grandement de la situation, mais je dirais que de façon générale, ce qui arrive dans une forêt, c'est qu'il y a aussi une banque énorme d'herbes qui sont là. La forêt se construit toujours sur
qu'est-ce qu'il y avait avant. Puis avant, si ça a été défriché, le site, c'est fort probable au Québec, c'est presque le cas partout, ça a été défriché il y a 25, 30, 40 ans de ça. Ben, il est fort probable qu'il y a une banque qui est probablement remplie de semences de framboisiers, puis de mûriers sauvages, qu'il va falloir travailler pour la gérer. Dans bien des cas où j'avais des sites forestiers qui c'était clair que ce que je voyais autour en bordure, c'était vraiment ça qu'on visualisait. Il y avait beaucoup de framboises sauvages et autres. On était dans une situation un petit peu difficile où est-ce que, d'un point de vue écologique, c'est sûr qu'on aurait aimé tout garder là, mais d'un point de vue pratique pour l'implantation, il a fallu être un peu plus radical, il a fallu décaper la surface du sol. Puis ce sol-là, évidemment, n'est pas perdu. On le met de côté, on l'utilise pour faire un brise-vent, pour gérer l'eau sur le site. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce bon sol-là qui va être définitivement fertile. Et après ça, on conditionne le site pour préparer l'implantation. OK, parfait. Et maintenant, on s'attaque un peu aux champignons. Il y a Antoine qui demande si on peut inclure des champignons dans le système de la forêt nourricière, parce que tu en as un petit peu parlé dans la présentation, que c'était possible. Effectivement, on peut définitivement les intégrer parce que justement, si on met un paillis au niveau de copeaux de bois, bien, on a de la nourriture pour beaucoup de champignons saprophytes. Alors là, je ne suis pas un spécialiste du champignon. Je veux dire, ça fait partie des éléments qu'on peut intégrer. Mais définitivement, tout ce qui est saprophyte peut se retrouver dans les aménagements. On peut avoir des zones qui sont définies pour cette culture-là, qui sont même, si on fait, mettons, des champignons annuels, comme, mettons, des pleurotes, où est-ce qu'on implante du mycélium qui vont produire une année, puis l'année suivante, ils meurent, puis ils nourrissent le sol. On pourrait littéralement faire une rotation, avoir des zones de culture annuelles. Une année, j'ai du champignon. L'autre année, je mets des tomates, par exemple. Ensuite, je fais ma rotation typique sur 3-4 ans, incluant les champignons. Donc, ça, c'est possible quand on fait déjà champignons annuels. Et puis après ça, quand on parle de champignons plus vivaces, comme mettons le strophère qui est un champignon vivace, lui va être implanté dans une zone de copeaux de bois qui va le nourrir pendant plusieurs années. Et si on le laisse aller à faire des spores, bien, éventuellement, vous allez en avoir partout dans votre système, ce qui est l'idéal. L'idéal, c'est vraiment de laisser aller un certain nombre de champignons, de le laisser se disperser, même de l'encourager à en prendre des champignons qui sont très avancés, puis des pitcher un peu partout. Puis, puisque à la base de notre système, on utilise beaucoup de paillis, ben, on peut retrouver ce champignon-là un peu partout. C'est un champignon qui s'installe bien. Et puis bon, pour ça, je pense que ça se fait bien. Puis vraiment dans un avenir très, très avancé de nos systèmes, si on a des zones qui sont plus ombragées, ben là, on pourrait considérer l'intégration de bûches, par exemple, des champignons sur bûches qui vont profiter plus de ça. Mais encore là, ça va vraiment dépendre du design, comment le système a été pensé. Il y en a qui ont intégré, juste noter qu'il y en a qui font plein de tests tout le temps. Là, si vous êtes intéressé aux champignons, vous allez juste savoir un peu ce qui se fait. Il y a des gens qui testent un paquet de manières d'implanter sous forme liquide, etc. Puis ça pourrait être testé. Vous avez un substrat qui peut supporter cette vie-là, qui supporte les champignons saprophytes. Donc, tous les champignons saprophytes ont un potentiel d'implantation dans ce contexte-là. OK, parfait. Et là, c'est une question un peu plus technique, on va dire, d'Émilie qui demande juste quel logiciel tu utilises pour faire les plans. C'est vraiment un logiciel, c'est des logiciels vectoriels. Ça pourrait être AutoCAD, Illustrator, même il y a des plans que j'ai fait pendant un petit bout, un bon bout de temps. Je prenais PowerPoint, qui est un logiciel tout à fait pour des affaires simples. Mais après ça, il y a des logiciels aussi qui sont vraiment dédiés à ça qu'on peut utiliser. Dynacad, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, c'est vraiment une question de budget et de fonctionnement. Donc, certains des plans que vous avez vus, c'était justement dans ces logiciels-là. C'est vraiment, mais la base, c'est principalement vectoriel. Donc, pour avoir des formes qu'on peut zoomer, qu'on peut aller dans les détails. OK. Et il y a Rebecca qui demande s'il est possible d'avoir des exemples de plantes qui survivent bien au chevreuil. Et là, je te demanderais aussi, parce qu'il y a Laurence aussi qui demande s'il y a un répertoire d'arbres, d'arbustes, de plantes ou de champignons adaptés au Québec qui serait intéressant, etc. Ouais. Est-ce que tu partages c'est un Google Form, je crois, avec plein d'arbres, justement. Oui, c'est ça. Ben, sur mon site web, sur le site Design écologique, allez dans la section des ressources que j'ai implantées là, que j'ai dans mes menus. Et il y a un des items qui est la liste de plantes vivaces pour le Québec.
une liste de plantes vivaces utilisées en permaculture pour le Québec. Et c'est une liste que j'ai faite avec 2 compagnons et qui a vraiment bien évolué. À un moment donné, le travail de base était fait, puis eux se sont retirés. Puis moi, depuis près de, je pense qu'on a commencé ça en 2013 ou dans ce coin-là. Depuis ce temps-là, c'est moi qui m'en occupe. Puis je l'ai fait avancer, je l'ai fait évoluer avec certains autres partenaires. Et je pense qu'il y a 250 quelques plantes dedans. Il n'y a pas tous les cultivars. Je veux dire, c'est un travail qui est encore en train d'évoluer. Il y a des plantes qui ne sont pas encore finies. Puis s'il y a des geeks de plantes, là, des gens qui trippent plantes, qui veulent aider, vous avez juste à m'envoyer un message. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous de comment on procède. Mais c'est une belle liste de départ. Moi, comment je la vois, c'est que c'est comme pour démarrer nos processus, des fois, on ne sait pas trop par où passer. Et l'idée de la liste, c'est qu'on peut appliquer des filtres. On peut appliquer un filtre pour avoir tous les fixateurs d'azote, par exemple. Mais on peut aussi sélectionner d'ombre, par exemple. Donc, fixateur d'azote d'ombre, là, j'ai juste ceux qui vont à l'ombre. Si je veux les plantes médicinales, je sélectionne juste ceux qui sont médicinales, puis je peux spécifier, admettons, en sol léger. Donc, ça me permet de, disons, restreindre ma recherche. Il y a des plantes qui sont faciles à trouver, d'autres qui sont plus dures à trouver. Il y a, comme je dis, pas beaucoup de cultivars. Donc, si vous trouvez que, je ne sais pas moi, les groseilles, ça vous intéresse, il faut après ça poursuivre vos recherches. Mais comme tout en permaculture, hein, on cherche des points de départ, puis après ça, il faut inévitablement adapter à notre contexte. Donc, cette liste-là, sur mon site web, Design écologique, que vous voyez à l'écran.ca, et dans la section ressources, vous pouvez certainement aller voir ça. Et puis pour les plantes résistantes aux chevreuils, c'est très mitigé, hein? Il y a des listes qui existent, vous pouvez chercher, mais ils résistent toutes partiellement. Voyons-le comme ça. C'est tout partiel. C'est jamais, il n'y en a aucune qui sont parfaites. On va inévitablement, même dans les zones où est-ce que on dit que c'est des plantes qui sont moins sensibles, on va quand même installer certaines infrastructures comme des effaroucheurs ou des choses comme ça qui font des bruits ou qui envoient de l'eau pour essayer de limiter la présence. Donc, je ne m'embarquerai pas en en lister spécifiquement, mais vous pouvez Rémi, rechercher. on va pouvoir faire les carottes avec ce qui... Pardon, c'est bon, j'ai mute. Ce que j'ai vu, c'est le jardinier paresseux offre des listes de végétaux intéressants. Je peux vous dire que les groseilles, les gadelles, les cassis, ça intéresse peu. Je peux au moins vous donner ça pour ceux qui se posent la question. Donc, ceux-là, on va souvent pouvoir les intégrer à l'extérieur d'une zone où il y a beaucoup de chevreuils. Mais comme je dis, on veut quand même leur donner les meilleures de chances pour éviter ça. La plupart des fruitiers sont délicieux pour eux, trop bons. Puis la tristesse, c'est qu'ils mangent les bourgeons terminaux, donc c'est la croissance de l'année suivante. Donc, quand ils font ça, c'est vraiment problématique. OK. Et à propos justement de ressources, il y a Nathalie qui demande si tu as des documents à partager de bons porte-greffes pour les fruitiers sur sol calcaire. J'ai pas rien de spécifique là-dessus. Il faudrait vraiment rechercher un peu plus spécifiquement pour le type de sol, en fonction aussi des objectifs, puis du type de fruitier. Donc, pommes, poires, prunes, cerisiers, c'est tous des porte-greffes différents. Donc, il faut vraiment rechercher spécifiquement. Puis ça, c'est souvent si vous aviez des pépiniéristes qui font eux-mêmes les greffes, principalement les petits pépiniéristes qui produisent leurs propres arbres vont parfois avoir cette information-là beaucoup plus clairement que ce que vous pouvez trouver où que ce soit. Là. OK. Et je pense que c'est après la dernière question. C'est Catherine qui demande s'il est risqué d'utiliser du bois de frêne malade qui a été coupé. On lui a répondu que normalement, le bois infecté, on doit l'apporter à l'écocentre. Je ne sais pas si tu as quelque chose à préciser là-dessus. Disons que le matériel lui-même ne pose aucun danger, sauf à d'autres frênes. Donc, si vous êtes dans un endroit où il y a des frênes, ou même à proximité, ou même dans la région, puis qui n'ont pas nécessairement été touchés par la maladie, ou que vous ne voulez pas nécessairement prendre de risques, faites évidemment, utilisez-les pas. Mais mettons, à Montréal, la grille du frêne est comme partout. Je veux dire, c'est pas ça qui va faire nécessairement la différence, mais c'est vraiment une question de sensibilité. Moi, personnellement, je ne vous encourage pas nécessairement à le faire, mais je trouve ça dommage si c'est une ressource, si ça se retrouve à l'écocentre, qu'est-ce qu'ils font avec? T'sais, ils l'enfouissent. C'est comme un peu poche. Là. C'est comme, ça me semble un peu dommage. Mais bon, après ça, je pense qu'il faut juste faire attention. C'est sûr qu'on veut garder nos frênes qui sont encore beaux, mais je pense que la bataille est déjà réglée tant qu'à moi. Le frêne
a un petit peu cassé sa pipe et s'en est fait de lui. Mhm. OK. Et donc, on a une dernière question là, dans le chat qui demande, c'est Cathy qui demande quelle plante est-ce que tu conseilles à semer en terre l'année précédente pour préparer le terrain d'une forêt nourricière? Ben, les plantes intéressantes, ça va être souvent des plantes qui vont enrichir le sol, comme le trèfle blanc, par exemple. Puis à ce moment-là, on peut faire un semis de trèfle blanc et tous les endroits où est-ce qu'on va implanter autre chose qui est du trèfle blanc, ben là, on peut utiliser le carton pour tuer le trèfle blanc, pour donner les meilleures chances aux racines, etc. Ça peut être une manière de fonctionner. Dans des sites peut-être à très grande échelle, on fera un mélange de tout ça. On verra un petit peu les plantes qui peuvent être intéressantes. Mais le trèfle blanc, c'est comme ma plante de base. Ça peut être un bon enrichissement. C'est un fixateur d'azote. On pourrait mettre aussi de la luzerne, peut-être. La luzerne qui est un peu plus haute. Donc, il faut vraiment tout le temps y aller avec notre contexte. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire pousser par la suite? Mais la luzerne, dans un sol qui a vraiment besoin d'être enrichi, va être extraordinaire parce qu'elle a un enracinement très, très, très profond. Ouais. Autrement, ben, c'est ça. On évite les mélanges avec des graminées autant que possible si on met des mélanges de quoi que ce soit. Ici, au Québec, c'est dur de trouver des mélanges. Je regardais sur des sites où est-ce qu'ils font des mélanges de semences. Là. Pour les vergers, ils incluent toujours quelques graminées qui vont être fauchées ou pulvérisées avec du glyphosate par la suite de toute façon. Donc, ça me dépasse un peu. Mais c'est ça. On évite autant que possible. J'ai vu en Europe un certain nombre de compagnies qui offrent des mélanges qui n'ont aucun graminé. Et dans ces mélanges-là, il y a des plantes, moi, que je trouve super, comme la chili millefeuille, par exemple. C'est une qui est super. Donc, si j'avais à faire un mélange, il faudrait que je me penche un peu plus longtemps là-dessus. Ça vaudrait peut-être la peine de le faire. S'il y a des gens qui sont intéressés à contribuer, je serais très ouvert, mais je mettrais vraiment du trèfle blanc, de la chili millefeuille. Qu'est-ce que j'avais noté quelques affaires peut-être du lupin vivace, oui. Lupin vivace, ça pourrait être intégré à ça. Puis là, après ça, ben, à travers notre travail de design, on peut, après ça, éliminer une partie de ces plantes-là pour mettre nos chemins, mettre nos plantes et tout ça. Là, ça peut bien se faire. Mais l'idée, c'est d'avoir des plantes qui vont contribuer et qui ne vont pas être trop compétitives pour l'implantation des végétaux. Parce que toute personne qui a déjà travaillé avec des plantes savent que le danger, c'est toujours à l'implantation, puis dans les années qui suivent, les 2, 3 premières années. Là, moi, j'ai vu des bleuetières envahies par les graminées, particulièrement le chien-dent, etc. Ça coûtait moins cher de détruire tout puis de réimplanter que de désherber. Donc, on ne veut pas se rendre là. On veut être vraiment à notre affaire dès le début. Ça, c'est le secret. Moi, je vous dis, si vous avez à retenir une chose, là, dites-vous que le facteur limitant dans les aménagements de polyculture, de forêts nourricières et autres aménagements diversifiés, c'est la gestion. Et c'est le cas aussi dans tout ce qui est agroforesterie, en fait, parce que j'ai vu que les projets qui réussissent le mieux, c'est les projets où l'agriculteur met du temps de côté pour tailler ses arbres, s'assurer que l'implantation s'est bien fait, irriguer les premières années quand c'est nécessaire, etc. Et les projets où ça foire, c'est quand l'agriculteur est juste trop occupé à s'occuper de son terrain. Et je pense que la manière d'intégrer un peu l'idée de polyculture à l'agroforesterie, peut-être à plus grande échelle, c'est de se subdiviser le travail. Que ce ne soit pas l'agriculteur qui s'occupe de l'aspect agroforestier, que ce soit un autre groupe de personnes. Et à ce moment-là, les énergies sont mises au bon endroit. L'autre groupe de personnes, ils veulent les récoltes. Donc, ils vont travailler à ce que ça soit entretenu, fertilisé, récolté au bon moment, etc. Versus l'agriculteur qui va peut-être plus se concentrer sur son maïs, soya, poivron, peu importe ce qu'on fait en champ, le tomate. Donc, voilà. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est une bonne conclusion. Puis c'est sûr que les problèmes d'entretien des systèmes agroforestiers, ça, on pourra en parler un petit peu plus en fin de semaine, puisqu'on a des petites interviews sur justement les politiques agroforestières du Québec. Mais je pense que pour ce midi, c'est bien, on a dépassé pas mal le temps. Il y a encore 54 personnes qui sont là et qui écoutent les réponses. Très cool. Ouais, donc vraiment merci, c'était une super présentation, c'était super intéressant. Puis donc pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas vraiment à aller voir sur le site. Puis s'ils veulent te revoir en formation, hein, parce que oui.
Ça Oui, peut ben, être j'ai juste intéressant. noté que mes formations qui vont aller comme pour l'année prochaine vont être annoncées en janvier. Donc, fin janvier, début février sur mon site web. Ou sinon, vous pouvez aller sur Facebook, ma page Facebook des Années écologiques. Donc, là aussi, si vous vous abonnez, vous allez être tenu au courant. Et puis, je donne des formations de forêt nourricière plus où est-ce qu'on approfondit plus ces sujets-là et des cours de permaculture complets là, sur 6 mois à distance. Tout à distance pour l'instant, dans le contexte. C'est ça. Merci tout le monde. Merci à tout le monde. Puis n'hésitez pas, si ce webinaire-là vous a plu, il y en a un jeudi avec Jean Rondet sur la mycosylviculture. Donc, encore merci, Wen, et puis merci à tout le monde et bon après-midi. Merci, bye.